Bienvenue sur AstroRoche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre À la rencontre des astéroïdes, chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Bonjour Dr Patrick Michel, nous avons souhaité faire un épisode de conclusion à l'affaire 2024 YR4, une affaire de défense planétaire. J'ai appris récemment, c'était dans les nouvelles, que concrètement, cet astéroïde géocroiseur allait louper la Lune, en plus de louper la Terre. Du coup, vous êtes content, mécontent, c'est un entre-deux? Comment ça se passe? Alors en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Ça clôt en fait cet épisode historique, puisqu'on va peut-être rappeler que 2024 YR4 avait été découvert fin décembre 2024. Oui. Et à partir des premières observations, la probabilité d'impact avec la Terre a monté à 1%. Oui. Pour décembre 2032. Et c'est même allé au-delà à un moment Alors donné. c'est même allé au-delà de 1%, c'est allé même je crois jusqu'à 3% en février. Oui. Et c'est en fait grâce aux efforts que nous avons faits pour l'observer et le traquer, et grâce à une notification que le réseau d'alerte internationale d'astéroïdes avait émis aux délégations de l'ONU et à d'autres groupes de travail, qu'on a pu en un mois réduire cette probabilité d'impact avec la Terre à 0% pour 2032. Donc, il va aller vraiment. Ça montre qu'on est maintenant capable de s'organiser de façon coordonnée à l'échelle internationale, y compris avec des amateurs, pour lorsqu'on découvre un objet dont les premiers calculs, parce qu'on a une très faible précision sur sa trajectoire, eh bien, donne des probabilités élevées d'impact avec la Terre. On est très réactif et on arrive finalement en un mois à éliminer cette probabilité. Oui. Sauf que Oui, mais juste une précision. Donc, vous faites partie du I1, c'est le groupe des scientifiques à l'Organisation des Nations Unies. Et vous représentez aussi ces scientifiques au sein du Same Page, qui est le groupe des agences spatiales en mesure d'apporter une réponse technique à la défense planétaire. Exactement. Donc, le I1, c'est le International Asteroid Warning Network en anglais. Ça veut dire le réseau d'alerte internationale des astéroïdes. Et le SM Page, c'est le Space Mission Planning Advisory Group, qui est représenté par les États, en fait, et je fais partie de la délégation française. Et l'idée, c'est que quand on a défini un critère au sein de l'I1, qui est que si un objet a une probabilité plus grande que 1% de rentrer en collision avec la Terre dans les 10 ans et qui fait plus de 10 mètres, eh bien, on fait une notification au SM Page, aux délégations de l'ONU. Oui. Voilà, et on se réunit. Et donc, c'était la première fois depuis la création de ces groupes on arrivait avec cette probabilité-là. Alors maintenant qu'elle a été réduite, en fait, donc on était fin février 2025, eh bien, finalement, la probabilité s'est décalée vers la Lune. Oui. Et elle a été même montée jusqu'à 4%. Et oui. Et là, on peut se dire, tiens, un scientifique, ça va l'intéresser de voir un impact sur la Lune. Alors effectivement, quand la probabilité est montée à 4%, moi j'étais super content. Je me disais, mais c'est génial, on va pouvoir observer un objet dont le télescope James Webb avait pu nous donner le diamètre qui fait 50 mètres. Ouais. Eh bien, on se disait, mais c'est super parce qu'un objet de 50 mètres qui tombe sur la Lune, ça va faire un cratère de l'ordre de 500 mètres à 1 kilomètre. Ça va rien créer comme problème pour la Lune, évidemment, qui reçoit plein d'impacts. Et finalement, pour nous, c'est une expérience naturelle d'impact qui nous permet de vérifier effectivement quelle est la taille d'un cratère en fonction des paramètres d'un projectile, sa taille, son angle d'impact, sa vitesse, etc. Donc vous devez être déçu finalement. Alors en fait, avant même qu'on puisse réduire cette probabilité, on s'est rendu compte que, ok, très bien, pour l'expérience d'impact, c'était sympa, mais en fait, la quantité de matière émise par un tel impact sur la Lune, eh bien, pourrait créer des gros problèmes, en particulier pour les satellites qui tournent autour de la Terre. Parce que même si la quantité de matière émise est plutôt sous la forme de poussière qui, quand elle rentre dans l'atmosphère, font des belles étoiles filantes, donc ça, c'est pas un problème. En fait, ce que moi, j'avais pas pensé, mais des collègues canadiens y ont pensé, ont fait un article là-dessus, c'est qu'avant d'entrer dans l'atmosphère, eh bien, cette poussière va aussi aller de la Lune à la Terre. Et entre la Lune et la Terre, on commence à voir des satellites artificiels, déjà à 36 000 km, les satellites géostationnaires, puis après les satellites en orbite basse, etc. etc. Et d'après leurs estimations, qui est encore plus basse, et d'après leurs estimations, cette quantité pouvait potentiellement endommager des satellites, voire en détruire. Donc là, je me disais, c'est une moins bonne nouvelle. La deuxième chose aussi, c'est qu'il faut savoir qu'en 2032, si tout se passe comme c'est annoncé, on devrait avoir des astronautes sur la Lune. Ah mais oui. Aussi bien côté américain, européen, japonais et chinois
peut-être d'ailleurs russe. Ah oui, ça aurait été un comble, ça. Et voilà. Et là, du coup, ça aurait peut-être créé un danger pour les astronautes, même si l'impact est très local, selon où ils sont et selon où l'impact se produit, ça aurait pu provoquer un problème. Ce qui d'ailleurs nous fait penser qu'il faut maintenant peut-être réfléchir à étendre le travail de l'I-1, pas seulement à la Terre, mais à la Lune, si jamais effectivement la présence humaine se pérennise, ce qui est l'objectif. Il faudrait donc une défense planétaire et lunaire. Voilà. Donc, du coup, on en était là. Et en fait, donc cet astéroïde est en train de s'éloigner de nous. Il reviendra en 2028 près de la Terre. Donc, a priori, on ne pouvait plus l'observer. Mais des collègues ont trouvé 2 fenêtres d'observation avec le télescope James Webb en février 2026. C'est fantastique, ce James Webb. C'est génial. Alors, pourquoi est-ce que ce qu'ils ont fait est extraordinaire ? C'est parce que le James Webb a un champ de vue assez étroit. Donc, il faut vraiment pointer là où on veut. Le 2024 YR4 est très loin, à des millions de kilomètres, donc il émet très faiblement de la lumière. Donc, il fallait déjà arriver à le trouver, donc à savoir précisément où il était, et pour pouvoir affiner sa trajectoire, voyez comment il se déplaçait précisément par rapport aux étoiles. Et c'est là que le télescope Gaia de l'Agence spatiale européenne a aidé, parce que le télescope Gaia nous permet d'avoir une précision sur la position des étoiles extraordinaire. Et donc, ayant les étoiles bien positionnées, eh bien, en suivant, sachant que le James Webb devait le trouver, mais une fois trouvé, en suivant ce petit astéroïde et en regardant comment il se déplace par rapport aux étoiles, on a pu affiner sa trajectoire. Et du coup, en refaisant les calculs, il rate la Lune d'une vingtaine de milliers de kilomètres. C'est vrai que Gaia a des téras et des pétaoctets de données qui se surtout avec une précision énorme, parce qu'avoir des données, bon, c'est bien, mais si les données sont bruitées, ça sert à rien. Là, on a une astrométrie, comme on dit, sur les étoiles qui est géniale, qui nous permet aussi de prédire les occultations d'astéroïdes. Ça veut dire de savoir quand un astéroïde va passer devant une étoile. Et quand on regarde depuis différents points de la Terre et à différents moments le passage d'un astéroïde devant une étoile, ça nous permet encore une fois d'améliorer la précision de son orbite, mais aussi de sa forme et de sa taille. Donc c'est génial. Et donc là, du coup, c'était la nouvelle. Après les observations du James Webb, finalement, on clôt l'incident, entre guillemets. 2024 YR4 ferait partie de tous ces objets géocroiseurs qui nous rencontrent de temps en temps, qui viennent vers nous, mais qui ne posent ni un danger pour la Terre, ni pour la Lune. D'accord. Et au final, le passage en 2028 le passage en 2028, on va, fort de l'historique de cet objet, on va l'observer. On a même des missions spatiales qui envisagent peut-être de l'avoir comme cible pour un survol. On allait voir d'autres objets, donc ça restera un cas intéressant, mais uniquement anecdotique, parce qu'il y a eu cette histoire-là. D'accord. Très bien. Patrick Michel, je vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt.